ciel était gris de nuages. Il y passait des oies sauvages qui criaient la mort au passage, au-dessus des maisons, des quais. Leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. J'avais une petite crainte. Je me disais que le boulevard des Pyrénées, le parc, le soleil, allez vous éloigner d'ici. Certains d'entre vous. Ben non. Merci d'avoir résisté à toutes ces tentations et d'être avec nous ce matin. Alors, on va recevoir Cynthia Fleury, qui est une philosophe, psychanalyste. Et contrairement à beaucoup de philosophes et de psychanalystes, elle ne court pas les écrans de télévision, des tribunes dans les journaux. Elle les fait quand il faut, mais elle n'est pas omniprésente dans le débat. Et donc c'est un privilège pour nous de l'avoir avec nous aujourd'hui. Elle est déjà venue d'ailleurs aux Idées mènent le monde au tout début. Et voilà, on est très heureux de l'accueillir. Alors, la singularité de Cynthia Fleury, c'est qu'elle ne s'arrête pas à la première partie de ce qui est le souci des philosophes et des psychanalystes, c'est-à-dire l'analyse des choses. Elle va plus loin, et là ils sont beaucoup plus rares, c'est-à-dire qu'elle veut soigner les choses. Une fois qu'on a constaté, elle a entamé ce qui est très difficile en France et dans beaucoup de pays, c'est-à-dire tenter de soigner ce qu'on a observé. Et c'est pour ça qu'elle est titulaire de la chaire Humanité et Santé au Centre national au CNAM, le Centre national des arts et métiers, mais aussi qu'elle a créé une chaire de philosophie à l'hôpital Sainte-Anne. Le but, c'est réparer, soigner, pour que la société qui est déjà largement fracturée en ce moment, peut-être plus qu'il y a quelques années, ne continue pas de se fissurer et que les gens puissent continuer d'espérer vivre ensemble. À son sens, il faudrait ajouter pour ça une exigence qui n'existe pas au fronton des mairies et des palais de la République. C'est la trilogie de la République, liberté, égalité, fraternité. Et ce qu'elle a découvert de toutes ces études qu'elle a faites, c'est qu'est né depuis quelques années un besoin nouveau, qui existait beaucoup moins fortement avant, c'est le besoin de dignité. Et son combat, c'est d'introduire la dignité dans les priorités des politiques qui sont menées aujourd'hui et pour l'avenir. On va recevoir Cynthia Fleury. Merci beaucoup d'être là, Cynthia Fleury. Merci à vous. On est content de vous accueillir. Alors, comment avez-vous obtenu la création d'une chaire de philosophie ? Non, mais ça, je veux dire, c'est une révolution, ça. Qui pouvait imaginer qu'on pouvait demander et obtenir une chaire de philosophie dans un hôpital en France ? Oui, vous avez raison, c'est pas... À mon avis, ça a pris quelque temps, non ? Alors, en fait, on va fêter nos 10 ans à la fin de l'année prochaine. Les premiers cours avaient eu lieu à l'Hôtel-Dieu janvier 2016 et, entre guillemets, de manière administrative, la chaire était née fin 2025. Fin 2025 Fin 2015, pardon. Vous aviez fait la mathématique vous-même. Les philosophes sont au-dessus de quelques chiffres. Hein.
Oui. Donc c'est le tête, vous savez, c'est Platon. Non, l'enjeu, en fait, il était très simple, si vous voulez. Il était de se dire, est-ce que nous pouvons faire en sorte que nos institutions, et quand je dis nos institutions, c'est pas nécessairement que les hôpitaux, mais pour ma part, là, au départ, c'était essentiel d'aller à l'hôpital, parce que l'hôpital, c'est un des grands cœurs vivants de la cité. Parce que c'est tout simplement, souvent, on arrive, quand on est à l'hôpital, on meurt trop souvent encore à l'hôpital, puisque beaucoup d'individus aimeraient plutôt mourir chez eux. Voilà, mais on meurt beaucoup aussi à l'hôpital. Et puis, bien évidemment, on traverse l'hôpital durant notre vie. Les accidents de la vie. Les accidents de la vie, l'adversité, la vulnérabilité. Donc derrière la question de l'hôpital, c'est la question de la vulnérabilité comme fait commun. Et puis, c'est la question plus intéressante encore de l'éthos d'une société, de l'éthos des soignants, mais de l'éthos d'une société, c'est-à-dire tout ce que nous faisons pour ne pas tomber malade, pour nous soigner les uns les autres, pour nous réparer, etc. Donc c'est vrai que c'est une métaphore vivante comme ça de ce qu'est une société. Et donc l'enjeu, c'est tout simplement, c'était de faire une chaire des humanités en santé, des humanités médicales, mais pas simplement pour expliquer que nous avons ce qu'on pourrait appeler une fonction soignante en partage, que le soin est une activité, en fait, une création commune des soignés et des soignants, et pas simplement des soignants. Des soignants, oui. Voilà. Et que donc, à ce moment où on pose, Winnicott avait une superbe formule pour dire le soin, c'est une élaboration imaginative. Ben voilà, le soin, c'est l'élaboration imaginative d'une société. Que vous appelez la fabrique de la dignité. Alors, on va y revenir ici. Quand est né dans cette structure, ou est-ce avant, le ressenti d'un besoin de dignité qui aurait été ignoré? C'était le but de non, non, pas du tout. C'est apparu au cours C'est apparu, et puis, vous savez, c'est les rencontres aussi qui sont très, très importantes. Moi, je travaille sur le ruban de Moebius, entre guillemets, hein, donc ce lien incessant, dialectique, controversé, ambivalent, entre d'un côté le principe d'individuation, donc comment nous créons un sujet, principe de subjectivation, je préfère dire individuation parce que ça nous permet de tout de suite déconstruire la notion d'individualisme et de comprendre que, en fait, pour qu'un individu devienne qualitativement un individu, c'est pas que de l'individualisme, c'est de l'interaction avec le monde. Avec le monde, c'est de l'interaction qualitative avec autrui, etc., avec lui-même. S'il peut avoir un peu de réflexivité par rapport à lui-même, ça peut aider, pas plus mal. etc., etc. Donc, c'est un mouvement perpétuel comme ça de réflexivité. Et puis, de l'autre côté, la préservation de l'état de droit. Mon premier travail, et c'est toujours mon travail, c'était de dire, à l'encontre, si vous voulez, des thèses qui considéraient que l'individu, c'était ce qui venait saper la démocratie, mon travail, c'était de dire, attention, c'est pas tout à fait aussi simple. Non, l'individualisme dans un repli égotique, mégalomaniaque, etc., certainement, mais l'individu au sens de sujet, de responsabilité, de conscience de son caractère. D'existence, en fait. Voilà, au sens existentialiste, sartrien du terme, en fait, c'est même la préservation de l'état de droit. C'est-à-dire que demain, si vous cassez en nous la dynamique de non-aliénation, eh ben c'est très simple, vous aurez des individus qui choisiront des dictatures. C'est aussi simple que ça. Donc en fait, c'est par la préservation de la qualité de notre système de subjectivation que nous allons protéger les démocraties demain et l'état de droit. Donc ça, c'est mon travail au départ. Et je ça, c'est intéressant comme dire. Donc cette différence. Voilà, c'est un petit retournement parce que, oui. encore une fois, très souvent, de manière, comment dire, c'est du contre-intuitif. Hein. Les gens, c'est d'abord, mon Dieu, les individus sont terribles, etc. Ben non. La liberté, ça n'aurait pas résumé ça aussi, par exemple? La liberté. Oui. C'est pas un principe qui aurait pu répondre? Mais si vous voulez, c'est ça qui est depuis 1948, et puis je vais revenir sur la question de la dignité. Depuis 1948, donc la Déclaration universelle des droits de l'homme, en fait, et dans son préambule,
la question, bien évidemment, de l'égalité en droit et en dignité est posée, mais en fait, si vous voulez, depuis 1948 et même avant pour nous, depuis 1789, vous avez vous l'avez dit en entrée, hein, vous avez une espèce de noyau indivisible où la liberté, l'égalité, la fraternité et la dignité, en fait, tout ça, c'est connexe. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une dignité si jamais vous avez le sentiment de votre liberté ? Qu'est-ce que c'est qu'une dignité si vous n'avez pas le sentiment et la réalité de votre égalité? Et c'est très intéressant parce que... Et d'avoir le contact avec une fraternité, et puis avec tous voilà, les autres, donc, si vous voulez, avec les autres. Donc la conquête de la modernité, la conquête de 1948, ça a été de dire c'est indivisible. C'est pour ça que tous ceux qui s'amusent à diviser les principes, à les mettre les uns en concurrence avec les autres, bien évidemment, sécurité ou liberté? Ben non, l'état de droit, l'état social de droit, c'est précisément l'interaction qualitative de la sécurité et de la liberté. Ce n'est pas sécurité ou liberté, c'est justement cette intrication. Puisque qu'est-ce que c'est qu'une liberté si jamais on se sent en sécurité? Qu'est-ce que c'est une sécurité si on n'est pas dans la possibilité d'exercer un libre arbitre? Donc on sait tout ça. Donc c'est tout le temps aporétique, c'est tout le temps comme ça tendu, en tension, en équilibre précaire. Et puis nous avons à consolider cet équilibre. Alors je termine juste, parce que je suis trop longue, sur la question de la dignité, pour rendre à César ce qui appartient à Pierre Rosanvallon. Donc... César des lettres. Voilà, donc Pierre Rosanvallon que vous connaissez, qui est, doit être professeur émérite maintenant au Collège de France. Et Pierre Rosanvallon m'avait, moi j'estime considérablement et que beaucoup, bien évidemment, estiment son travail sur la question de l'inachèvement de la démocratie, son travail sur l'approfondissement de la démocratie, son travail autour du Parlement des invisibles. Enfin, il y avait plein de choses très importantes. Et dans sa collection au Seuil, à un moment donné, il est venu vers moi en me disant « Mais il ne vous a pas échappé que dans tous vos livres, il y a un item là qui se faufile. » Sans qu'il soit prononcé. Soit qu'il soit, voilà, sans qu'il soit nécessairement mis en valeur, il est prononcé ici ou là. Et cet item, c'est celui de la dignité. Et est-ce que vous ne voudriez pas faire quelque chose d'un peu plus conséquent, dédié à ce point-là? Et j'ai trouvé qu'il avait bien évidemment tout à fait raison. Et à ce moment-là, je lui ai dit oui, mais ce dont je voudrais parler, c'est l'idée d'une clinique de la dignité. Et qu'est-ce que j'entends par le terme de clinique? C'est à la fois le diagnostic, ce que vous disiez en entrée de jeu, c'est-à-dire la question de l'analyse, la cartographie comme ça des vulnérabilités, hein, au plus près. Clinique, c'est kliné en grec. Kliné, c'est le lit, hein, donc c'est vraiment au chevet des vies misérables, au chevet des vies dures, au chevet de la part de vulnérabilité en nous. Bon, donc ça, vraiment, clinique du réel, Stung, diagnostic, et puis pas que, parce que la clinique, c'est un ensemble qui se met, une organisation, une institution qui se met en branle, un mouvement, et qui tente de soigner, donc une thérapeutique. C'est là où le philosophe fait un pas supplémentaire. C'est là où le philosophe peut faire un pas supplémentaire. Je dis souvent que une petite différence que j'ai pu ressentir, et encore une fois, c'est une proposition, hein, c'est pas nécessairement... d'autres pourraient dire autre chose, mais parce qu'on me dit souvent, mais vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste, comment tout ça travaille ensemble? Est-ce que c'est antinomique? Est-ce que ça se complémentarise, etc. Je crois sincèrement que, et c'est ce que j'ai dit dans la clinique de la dignité, qu'il y a quelque chose de capacitaire, peut-être, entre les deux. Et encore une fois, tous les philosophes, il y a des philosophes depuis toujours qui ont un terrain très très applicatif, Socrate en tête. Capacitaire, ça veut dire quoi? Alors capacitaire, ça veut dire quoi? Si je vous donne un exemple, prenons un philosophe et son rapport à la vérité. Philosophe, avec son rapport à la vérité, il va essayer de construire comme ça, comme un scientifique, hein, tout simplement, comme un scientifique, il va construire des modes de véridiction qui sont reliés d'ailleurs à de l'objectivation, alors plutôt qualitative, puisque les méthodologies en sciences humaines et sociales sont
un peu plus qualitative que quantitative, mais enfin, la sociologie statisticienne, ça existe. Hein. Donc, il va essayer comme ça de tenter de dire quelque chose qui est vrai, sachant que ce vrai n'est pas dogmatique, il est construit par des processus, etc. Donc, donc régime scientifique, et puis il dit la vérité. Et puis la vérité tombe, si vous voulez. Et puis il ne se soucie pas des conséquences de cette vérité. Ce n'est pas son sujet. Son sujet, c'est de produire à un instant T une vérité. Voilà. Je dirais que le capacitaire, le thérapeute, ce n'est pas aussi simple. Le thérapeute, quand il produit une vérité ou qu'il tente de produire une vérité avec un patient, notamment, il a le souci de produire une vérité capacitaire. C'est-à-dire que si moi je produis une vérité et que cette vérité fait que le patient cesse le soin, c'est un échec. C'est compliqué. Et donc, je ne dis pas que c'est... donc, je ne peux pas lui mentir, hein, parce que ce serait plus simple. Donc, je ne peux pas lui mentir. Et je dis ça pour tout médecin hein, qui a ce même parcours. Et tout l'enjeu, c'est de garder l'alliance thérapeutique. C'est de faire que cette vérité si dure, si difficile, si âpre, ne vienne pas casser l'alliance thérapeutique et surtout ne vienne pas casser le fait que l'individu veut devenir capable. Donc redevenir capable. Redevenir capable, donc c'est pour ça que c'est une vérité capacitaire, ça doit lui donner de la force. Je crois qu'il y a une petite différence, voilà, peut-être entre le philosophe et l'analyste sur ce point-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire de la vérité que nous avons, avec laquelle nous avons travaillé à l'instant T? Alors, juste une question, parce que c'est quelque chose qui m'a frappé. L'introduction du mot dignité pour les vivants, ça a pris des siècles. Et maintenant, quand on entend le mot dignité, 99 fois sur 100, c'est la dignité de mourir dans la dignité. C'est la première fois que le mot est employé de manière massive, j'allais dire, dans le vocabulaire et les réflexions. Comment se fait-il qu'on commence par la mort alors qu'il faut s'occuper, non mais sérieusement, s'occuper de la dignité des vivants, peut-être aussi, disons. Oui, parce qu'en fait, quand on refait... Comment c'est dit que c'est commencer par la mort? Oui, alors, en fait, ce qui s'est passé, quand on refait une petite généalogie du concept de dignité, une petite historiographie, on a commencé par la question de la vie, si j'ose dire, parce que là, dans la postmodernité, la question de la mort, elle est clé. Mais si on revient avant, la dignité, c'est un très 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 vieux concept. Et il y a une grande différence, si vous voulez, entre la conception antique de la dignité qui existe, conception théologique, chrétienne, avec une grande asymétrie inaugurale entre le créateur et la créature, hein, la dignité humaine, la dignité divine, etc. Bon, bref, ce qu'on appelle une ontologie scalaire, c'est-à-dire que les individus sont hiérarchisés. Et bien évidemment, ça renvoie à une question de dignitas, de dignité, de statut. Nous, aujourd'hui, c'est absolument improbable dans la salle ici que des individus se disent « Ah bon, il y a une dignité qui est compatible avec l'inégalité ?» Ça n'a pas de sens. Bon, ça, cette conception, elle est très moderne en fait. C'est l'enfant des Lumières, c'est après la Renaissance, c'est Kant, c'est les Lumières françaises, allemandes bien sûr, anglaises, etc. Et puis c'est aussi le 19e siècle, c'est-à-dire... les vivants, c'est-à-dire l'État social, la création de l'État social, c'est-à-dire ceux qui ont travaillé énormément pour... sur les lois, c'est les lois, c'est les ouvriers, les ouvriers, c'est-à-dire la condition ouvrière, la dignité du travail, ça a été essentiel au XIXe siècle et jusque la moitié du XXe. Voilà, l'État-providence, c'est vraiment l'enfant de cela. Donc, si vous voulez, malgré tout, avant de se soucier de la question de la dignité dans la mort, on s'est soucié collectivement de la dignité comme combat politique, etc. Revendication. Bon. Et puis, c'est vrai, dans cette postmodernité, avec l'allongement de la vie, qui n'a jamais connu une telle progression. Si vous voulez, je regardais, mais si je regarde ma propre petite famille, lorgnette, aujourd'hui, on aurait potentiellement la possibilité, on a 4 générations sous le même toit, on pourrait en avoir 5, techniquement. Il y en aura de plus en plus, probablement. Donc, on pourra, je ne sais pas si on en aura plus, puisque vous avez vu déjà aux États-Unis et ailleurs que, vrai, de nouveau, l'espérance de vie en bonne qualité, en santé, en bonne qualité, se réduit. Donc, c'est pas, non, c'est une conquête. C'est un moment. C'est une conquête sociale, etc. Mais, résultat, face à cela, oui, vous avez des individus qui, en plus, petite cerise sur le gâteau, mais qui est compliqué, nous avons un biais autonomiste de la dignité. Ce que
chacun peut comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes tous ici, et moi la première, des kantiens. Vous estimez qu'une vie digne d'être vécue, c'est quand vous êtes autonome, quand vous n'êtes pas dépendant de l'autre, etc. Sauf que dans une approche très générique de la dignité, c'est juste, oui. Non. Vous êtes digne, que vous soyez dépendant, que vous soyez autonome, que vous soyez le plus faible d'entre nous, vous êtes irréductiblement digne. Mais nous avons, parce que c'est la modernité, parce que c'est le libéralisme triomphant, etc., nous avons un biais autonomiste de la vérité, ce qui fait que les individus, souvent même, s'auto-censurent et considèrent qu'eux-mêmes, lorsqu'ils rentrent dans la dépendance, leur vie n'est plus digne d'être vécue, ils ne veulent pas peser sur leurs enfants, leur famille, etc., etc. Donc nous avons construit une société qui, hélas, de manière un peu implicite, a tendance à peigner comme ça une normalisation de la dignité qui renvoie à un individu vaillant, etc., etc. Alors c'est très bien, mais c'est problématique puisqu'il arrive à un moment donné, et surtout dans une société de plus en plus vieillissante, où on peut pas être à ce rendez-vous de l'autonomie jusqu'au bout, c'est pas vrai. Et à ce moment-là se pose la question de la dignité, parce que les premiers individus qui se sont battus toute leur vie pour la dignité, tout d'un coup, ils se disent « Mon Dieu, mais cette société, elle est terriblement violente avec ceux qui, tout d'un coup, sont hostiles à tous ceux qui manquent de force. En fait, tous ceux qui ne sont pas autonomes, tous ceux qui ne sont pas invulnérables, cette société qui déclare qu'elle est soucieuse de la vulnérabilité, etc., en fait, bah non, elle est très, très dure. Et donc, elle est violente, et donc le mourir dans la dignité est arrivé par cette expérience très concrète des individus qui se retrouvaient chosifiés, malmenés, avec un sentiment que, vous savez, c'est Cicéron qui disait « il ne faut pas rater sa sortie de scène ». Hein, voilà, donc voilà. Ben, nous tous, on n'a pas envie de rater notre sortie de scène, au sens où, non pas pour faire des grands signes, mais tout simplement pour avoir un sentiment de cohérence avec soi-même. Et ce sentiment de cohérence avec soi-même et avec les autres... C'est d'une violence terrible d'être attaqué sur ce point. Hein. Ben, c'est terrible parce que vous avez l'impression que, voilà, au moment de l'irréversible, ce qui va signer, entre guillemets, la sortie... c'est un moment d'indignité, d'extrême faiblesse parce que l'extrême faiblesse, c'est pas l'extrême faiblesse, c'est ce qui nous arrivera tous à la fin de vie. Mais la reconnaissance de cette extrême faiblesse comme digne, c'est ça qui est aussi important. Alors encore une fois, il ne s'agit pas du tout de mettre en balance ce moment final et puis tout le reste de la vie. Le but du jeu, c'est de créer une clinique de la dignité qui est sur l'ensemble de la continuité de la vie, du plus petit âge à la fin. Mais voilà comment c'est arrivé, et aujourd'hui vous avez cette expérience forte, et ce qui était... bien vu par Pierre-Rosan Vallon, c'était ça, c'est-à-dire que l'item dignité, il était à la fois sollicité dans cette expérience très intime, même si elle est éminemment politique, qui est celle de la fin de vie, mais en fait, quantité d'individus parlaient de dignité. C'est Black Lives Matter sur la dignité des vies noires, c'est la révolution d'Ukraine, dite révolution de la dignité. Maïdan. Voilà, Maïdan. C'est de plus en plus de soignants qui vous expliquent qu'ils ne peuvent plus faire leur métier dignement, etc., etc. C'est tout ça. Donc en fait, la dignité, c'est quelque chose de bien plus vaste que ce moment-là. Oui, mais ça peut peut-être, ça peut peut-être renforcer le fait qu'on ne parle que de la dignité des gens en fin de vie. Ça peut renforcer cette exigence de dignité par capillarité sur tout le reste, non? Oui, je pense sincèrement. De toute façon, ce qui est... Ça rentre dans les cerveaux de chacun. Non, mais vous avez tout à fait raison que chaque action, qu'elle soit micro, macro, etc., elle infuse. Donc, si vous voulez, quand tout d'un coup vous vous souciez de créer... nous, on travaille par exemple sur la notion de climat de soins. Bon. Climat de soins. Voilà, climat de soins, bon, et on essaye de développer, on pourrait, climat de soins, si vous voulez être très prosaïque, pragmatique, on pourrait dire la bonne ambiance. Voilà, je vous la fais plus facile. Bon, mais on va parler de climat de soins.
Bon, donc climat de soins. C'est mieux, c'est beaucoup mieux. Moi, je trouve que c'est mieux. C'est plus chic. Mais c'est plus chic. C'est plus chic, c'est plus voilà. L'enjeu, c'est que ce soit plus opérationnel aussi, oui, parce que c'est pas que une problématique de comment dire communicationnelle, mais c'est d'essayer de dire. Et puis ça partait aussi d'un jeu de mots. Comment dire, je reste une fausse lacanienne, mais quand même, le jeu de mots était le suivant: pas de soins du climat sans climat de soins. Bon. Donc pas de soins du climat, qui est la grande question, et bien évidemment de dire, mais derrière la question de la transition climatique, il y a nos régimes, il y a nos contrats sociaux, et donc si on ne préserve pas ces contrats sociaux, de fait, voilà, cette transition climatique, si vous voulez, elle n'est pas intéressante. Elle est intéressante si elle est compatible avec le maintien d'un humanisme profond. Mais pourquoi je vous parle de climat de soins? Parce que tout d'un coup, quand vous infusez cela, par exemple dans un EHPAD, qu'est-ce que c'est qu'un climat de soins dans un EHPAD? Qu'est-ce que c'est qu'un climat de soins dans une école? Et là, c'était très intéressant de voir que les écoles revenaient vers nous en nous disant « mais nous, ça nous parle tout de suite ». Ah bon? Oui, parce que nous, on travaille sur le climat scolaire. Ah d'accord. Et nous, ça nous parle que le climat scolaire devienne un climat de soins. Et comment on peut faire ça, etc., etc. Donc vous voyez, c'est pas... oui, à chaque point de la société, si on vient infuser une dynamique incarnée qui tente, si vous voulez, de pas simplement défendre des grands principes, mais qui tente un peu d'incarner ces principes, oui, on est protecteur de l'ensemble du système. Oui, ça c'est certain. Même de façon microscopique, mais c'est comme ça. Moi, je sais que très souvent, on m'oppose la question de l'échelle, la question de l'impact, en me disant, mais bon, la chaire de philosophie, oui, ok, très bien, ça fait telle petite chose à Sainte-Anne. En l'occurrence, c'est pas que Sainte-Anne, c'est le GHU, Paris, psychiatrie et neurosciences, donc c'est plus vaste que Sainte-Anne. Encore plus vaste parce qu'il y a des antennes aujourd'hui, il y a des antennes, il y a le CHU de Bordeaux avec une très belle chaire de médecine narrative et qui est... dirigé par Isabelle Galichon, par le professeur Jean-Arthur Micolou, je les cite aussi parce qu'il y en a, voilà, je pense à Grenoble avec le docteur Champet qui va commencer à venir, qui est médecin réanimateur. Ça s'étend, quoi. Ça s'étend, si vous voulez. On pense, je ne sais plus, à Bourges, etc. Donc vous voyez, il y a plein d'antennes comme ça qui sont en train de se mettre en place. Je pense à mon collègue aussi, ils vont peut-être nous rejoindre, mais ils font déjà un travail considérable au CHIC. Alors le CHIC, c'est le centre hospitalier, je ne sais plus de quoi, intercommunal, je crois, de Créteil, je crois que c'est ça. Donc au CHIC. Pourquoi je vous parle du CHIC? Parce que vous avez Christian De Lorenzo, qui est le premier halo. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi un halo? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un halo? H-A-L-O? Oui, parce que tout est dans l'écriture. Ouais. Alors A-L-H-O. Je mets mes lunettes. Donc, personne ne sait ce qu'est un halo. Bon, c'est normal. C'est un attaché littéraire hospitalier. Diable. Diable. Alors, soit vous dites effectivement, mon Dieu. Et voilà. Alors le but, c'est pas bien évidemment de remplacer tous les professeurs de médecine par des halos. On se calme. Donc, c'est pas ça. Le but, c'est d'essayer de voir, notamment, comment ce qu'on appelle la médecine narrative, qui est tout simplement l'autre nom de l'écoute de la maladie, du sujet, de la biographisation de la maladie, etc. Comment tout ça permet d'améliorer le diagnostic des médecins, par les médecins, des patients, et bien évidemment leur clinique. Mais vous savez très bien que la clinique est disparaissante. Vous faites une expérience tous les jours à l'hôpital, la clinique disparaît. C'est essentiellement de la technique, des chiffres, des données, mais le fait d'écouter son patient, etc., le fait de comprendre déjà une partie de la maladie, et surtout, c'est essentiel dans ce qu'on appelle les maladies chroniques. Bon, bref. Donc tout ça, ce sont des choses que nous essayons de mettre en place, bien évidemment en connivence, et même plus que ça, en cohérence totale avec les médecins, qui eux-mêmes nous disent « mais mon Dieu, on veut ça parce que nous n'arrivons plus à exercer notre métier dignement. J'ai l'impression de maltraiter mes patients. Donc oui, je veux le grand retour des humanités à l'hôpital. Mais si vous voulez les humanités à l'hôpital, oui, il faut un peu
d'organisationnel, il faut un peu de formation, et quand je dis un peu, c'est pas que ça, il faut des institutions, etc., etc. Donc c'est ce que nous essayons de mettre en place. Est-ce qu'on peut sortir du cadre expérimental, qui est finalement le statut actuel de ce que vous faites, au statut généralisé? Oui, bah c'est tout l'enjeu. Mais vous voyez, c'est tout l'enjeu. Vous voyez bien la mécanique que ça demande, voilà. L'argent, le personnel. Exactement. Est-ce que ça vous semble, vous connaissez la vie quand même, oui. Vous connaissez quelques obligations pour une société. Est-ce que vous pensez qu'on peut passer du caractère expérimental, au moins en partie, pour certaines choses, à une réponse aux millions de gens qui sont demandeurs? La réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Après, la question, c'est que vous êtes nous sommes tous aujourd'hui, là aussi, il y a un vrai biais cinétique, c'est-à-dire la question de l'impact, elle doit être immédiate. La question de l'échelle, elle doit être immédiate. Si je fais une chaire de philosophie à l'hôpital, il faut que dans 1 an, tout le système, il y ait des chaires de philosophie partout. La réponse est non. Il n'y aura pas. Donc là, on voit, ça fait 10 ans. En 10 ans, il suffit de regarder, si vous voulez, hein. On a commencé dans un endroit, l'Hôtel-Dieu, on est allé à Sainte-Anne, etc. Et puis 10 ans après, on a 12 antennes. Et puis des antennes qui sont à l'étranger, au Congo, au Mali, etc. Qui fonctionnent selon les bons critères. Qui fonctionnent, voilà. Qui ont ce qu'il leur faut. Avec plus ou moins de robustesse. Hein, on va dire ça comme ça. Donc des antennes qui sont extrêmement vaillantes, d'autres qu'un KA. Bon, mais c'est pas grave, ça enclenche un process, et puis surtout, de plus en plus de camarades à l'étranger nous disent « Ah tiens, c'est intéressant ce que vous faites, etc. » On a également une université des patients qui est dirigée par le professeur Tourette Turgis et qui elle aussi a maintenant presque 15 ans, hein, je crois même qu'elle a 15 ans, cette université des patients, et qui est donc dédiée à la formation de l'expertise des patients, etc. Donc si vous n'êtes pas tout à fait pressé, si vous avez, et ça pose un autre problème, ça pose le problème de tenir, de rester en vie, ce qui n'est pas une mince affaire. Mais si vous endurez, si vous tenez, oui, vous transformez un système en 20 ans, 25 ans. Alors bien évidemment, les gens vous disent « mais c'est tout de suite et maintenant, c'est ridicule, machin, etc. » La vérité, c'est que toutes les échelles sont en même temps. Il y a ce qui se passe à l'instant T, et puis il y a comme des nappes. Des projections. Il y a des nappes phréatiques, si vous voulez, qu'on consolide comme ça. Et moi, c'est ce que je fais. Je consolide ce profond-là, qui à un moment donné va irriguer l'ensemble du système. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, pas toujours, pas nécessairement. Alors aujourd'hui, quand même, avec des phénomènes d'accélération, parce qu'on a des outils qui quand même accélèrent. Ces outils, c'est la digitalisation, c'est le fait que tout d'un coup, là, on a... L'intelligence artificielle. Oui, c'est plein de choses, c'est des outils, des outils qui ne sont pas simples, là aussi, qui sont ambivalents, mais je vous donne un exemple. Où on a une petite antenne microscopique, mais c'est elle qui nous a sollicité à Bukavu, donc, parce qu'on a une antenne à Panzi, donc RDC Congo. Bukavu et Goma, il y a 2 petits centres psychiatriques qui ont entendu ce qui se faisait à Panzi et qui nous ont contactés, qui nous ont dit « mais nous, on a envie de faire une chaire de philosophie à l'hôpital ». Et c'est très intéressant de voir que, alors qu'on nous disait « mais ça sert à rien, la philo à l'hôpital, qu'est-ce que vous nous racontez là ?» Et là, tout d'un coup, sur un territoire d'extrême vulnérabilité, sur un territoire même d'extrême trauma, parce qu'à Panzi, c'est les violences faites aux femmes, les mutilations génitales, la barbarie. C'est dans ces endroits-là d'hyper-vulnérabilité, d'hyper-traumatisme, que tout d'un coup, ils nous disent « mais non, la philosophie, mon Dieu, se battre pour le sens de la vie, la préservation de l'autre, la considération d'autrui, etc. Et comment surtout on le transforme en transformant nos outils, nos pratiques à l'instant T, oui, ça nous intéresse. » Donc, voilà. Après, encore une fois, hein, moi je suis dédié à ça. D'autres travaillent pour un timing plus serré, et Dieu sait si on en a besoin. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est que l'ensemble du système se déploie sur des échelles et des tempos différents. Est-ce qu'il vous arrive d'être aidé ensuite par des gens qui ont été soignés par vous dans ces conditions et qui se portent volontaires pour
relayer bien sûr, c'est la base. C'est très important du point de vue Tout à fait. des possibilités qui seraient multipliées par... Mais c'est la base. C'est que très, très souvent, ceux qui sont passés par soit la chaire de philosophie, mais c'est comme ça même, si vous voulez, tout le monde associatif fonctionne comme ça. Si vous voulez, on n'a strictement rien inventé. D'ailleurs, c'est très très rare d'inventer. Et puis en plus, c'est pas un problème. En revanche, on régénère, on restaure, on consolide, on cède et on se maintient les uns et les autres en vie. Donc, bien évidemment que les individus, je vous donne un exemple à l'Université des patients aujourd'hui, donc qui existe depuis, on l'a dit, entre 10 et 15 ans, etc. À peu près, il y a une 60aine de patients par an, peut-être un peu moins, mais c'est à peu près ça, parce qu'il y a 4 DU ou 3 DU et un master national. Bon. Et donc, oui, c'est ça. Il y a une 60aine de patients, donc c'est pas énorme, mais c'est pas non plus rien. Et donc, depuis X temps, vous faites le calcul, on doit être entre 600 et 1000 patients experts formés par Sorbonne Université, etc. Où sont allées ces personnes? Ces personnes, sur un tiers, elles sont allées dans les services hospitaliers pour inventer un métier qui est celui de patient expert. Un tiers, et donc notamment dans les services d'oncologie, pour accompagner les patients qui arrivent et qui ont un cancer. Et bien évidemment, il y a toute la vérité, l'objectivation, la grande médecine du médecin, et puis il y a la vie. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment ça me détruit la tête? Comment ça met en danger ma famille? Comment ça met en danger ma relation au travail? Qui peut m'aider pour inventer, comme dirait Canguilhem, une norme de vie avec ce cancer, etc. Et ça, c'est le patient expert. Le patient expert, il est là pour accompagner et véritablement faire que ce parcours du soin, il soit possible. C'est vrai que sur 25 ans, comme vous disiez, ça peut devenir des bataillons importants. Bah, c'est important, si vous voulez. Donc ça, c'est un tiers. L'autre tiers, étonnamment, va dans les entreprises. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises comprennent que la santé de leurs employés, et même la santé au sens, pas la santé au travail, la santé, tout simplement. C'est vous qui jouez l'intermédiaire entre les deux? Les patients experts sont à l'intérieur comme grands référents sur les questions des maladies chroniques, sur les questions du cancer, etc. Donc ça aussi, pourquoi? Parce que vous avez la moitié des salariés qui sont des aidants non déclarés, ou qui ont eux-mêmes une maladie chronique, etc., etc. Donc, ils vont dans l'entreprise, et l'entreprise devient, je ne vais pas dire que l'entreprise devient un tiers-lieu de soins, c'est pas vrai, mais la question de la santé n'est plus sur le côté, elle est intégrée. Elle est intégrée au système et on essaye de trouver des outils là. Et puis le dernier des tiers, souvent, crée sa propre structure. C'est de l'auto-entrepreneuriat, c'est du libérer des complexes qui l'empêchaient de produire. Et restaurer dans son ethos, il a un nouveau métier, et puis il va... voilà. Donc tous ces gens-là essaiment, ils deviennent des ambassadeurs des humanités en santé. Et voilà. Et bien évidemment, c'est pareil pour tous ceux qui sont à l'intérieur de ces structures. On s'est rendu compte, si vous voulez, que quand nous faisons des preuves de soins, vous savez, il y a une notion qui s'appelle le proof of concept. Le proof of concept, la preuve de concept, c'est tout simplement une expérimentation un peu frugale qui vient à un instant T définir un niveau de maturité d'une innovation. Hein, bon, voilà, donc imaginons, j'ai un verre. Je vais le casser. Je peux vous souvenir, il y avait eu un truc comme ça à la télé, c'était très très drôle. Le type voulait faire un proof of concept de son verre incassable. Il l'a jeté 4 fois il a cassé. Donc c'était drôle. Il y avait un petit film, il n'y a pas si longtemps, il y a 4 mois, en disant ah mince quand même, c'est embêtant. Puis finalement, il a chopé le bon et il a fait une preuve de concept qui, ça y est, ça montre. Nous, on fait des proof of care, des preuves de soins. Et ces preuves de soins, ce sont des expérimentations in situ dans les services hospitaliers. Tout sincèrement, une très très grande partie des services hospitaliers qui ont fait ces expérimentations vous disent que simplement par le fait d'avoir fait cette expérimentation, pas simplement par le fait de l'avoir réussi, mais par le fait d'avoir fait cette expérimentation, elles se sentent mieux. C'est-à-dire que ça lutte contre le burn-out des soignants, etc., etc. C'est-à-dire elles ont le sentiment précisément, par la réflexivité des pratiques, par le fait tout d'un coup puisque toutes nos expérimentations, c'est du co-design avec les patients, nécessairement. Hein. Donc tout ça fait que, je pense que c'est important, nous avons des métiers
tous ceux qui sont dans les services publics le savent, mais pas que. Nous avons des métiers qui sont en douleur, hein, où c'est difficile d'exercer, encore une fois, notre métier dignement. Donc tous les petits outils qui viennent nous aider à restaurer cette dignité de l'éthos professionnel, je pense que ça, non seulement ça préserve les individus, mais ça préserve la société. Vous portez une accusation dans votre livre assez grave quand même. J'imagine que vous l'avez réfléchi avant de le dire, mais vous dites les métiers du soin, c'est-à-dire les métiers que vous côtoyez tous les jours, les métiers du soin sont les plus exposés et ceux qui payent le plus grand prix de ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que l'indignité, on porte une indignité volontaire, dites-vous. Volontaire, oui, en quasiment. tout cas systémique. Hein? En tout cas systémique. On porte une hostilité, une indignité à ceux qui précisément ont pour travail de restaurer la dignité. Dans le secteur hospitalier, vous faites essentiellement... Oui, dans le secteur hospitalier, dans les EHPAD, les aides à domicile, mais même tout ce qui est service, même des petits-enfants, l'ASE, n'en parlons même pas, enfin bon bref. Vous n'avez pas forcé le trait, là, en affirmant ça de manière quasiment accusatoire? Alors, vous parlez de politique publique, hein, quand même. Oui. Hein. Alors, il y a deux choses. Il y a les travaux qui ont été ceux de ce qu'on appelle la philosophie du soin ou l'éthique du soin. Et ça remonte là plus spécifiquement sur les travaux de mise en visibilité de la condition d'indignité des pourvoyeurs de soins. Cette question-là, elle a été traitée notamment par un auteur qui s'appelle Joan Tronto dans les années 90, où véritablement elle a montré cette ambivalence structurelle de la société qui consistait à vraiment poser la société comme le grand garant du soin et en même temps l'invisibilisation de ceux qui étaient davantage pourvoyeurs de soins, parce que nous sommes tous pourvoyeurs de soins, ok, mais nous n'avons pas tous. C'est pas notre métier. Voilà, nous n'avons pas tous un temps métier. Principal est pas, exactement. Hein, donc ce métier-là, et donc elle démontrait que la reconnaissance des pourvoyeurs du soin était en fait une reconnaissance extrêmement difficile, matériellement, pécuniairement assez minable, mais même symboliquement, c'est-à-dire que oui, on les applaudit, mais en règle générale, voilà, il y a toute une autre série de déconsidérations symboliques. Vraiment ? Oui, vraiment, oui, hélas. Donc, et donc, c'est pas que des problématiques financières, c'est des problématiques globales. Alors, ça vient de plusieurs choses. Ça vient que le soin, c'est quelque chose qu'on trouve fantastique et en même temps qui nous fait peur, sans doute à cause de ces questions de biais autonomistes. Oui, nous sanctifions, entre guillemets, le respect de la vulnérabilité, mais en même temps, c'est quelque chose, nous mettons à distance immédiatement. Donc, voilà, donc il y a tout un travail. Et puis, il y a aussi autre chose, il y a une pénibilité qu'on oublie. Le soin, c'est pas du sentimentalisme. Hein. Le soin, c'est difficile, c'est dur, ça demande beaucoup de compétences. Et très souvent, hélas, on oublie et donc on offre à ces personnes pas assez de qualifications professionnelles, etc., parce que c'est des vrais gestes techniques. Et on croit que tout le monde peut faire du soin. Pourquoi ? Parce que pendant longtemps, qui apportait le soin ? Les femmes. Les femmes qui ne travaillaient pas, puisqu'on leur interdisait le monde du travail. Donc, si vous voulez, le soin, il a, hélas... perdu. C'est-à-dire qu'il a été disqualifié par sa féminisation, par sa non-professionnalisation, par son évidence, sa naturalisation. Voilà, le soin, c'était les femmes. Donc les femmes portaient ce soin-là. Donc tout l'enjeu, c'est aujourd'hui de déféminiser le soin, de dire maintenant, ce n'est pas l'activité des femmes, le soin, c'est l'activité de chacun d'entre nous. Et puis, effectivement, de montrer aussi la vérité du sale boulot. Hein, c'est tout ce qu'on appelle le dirty work, c'est-à-dire que oui, c'est pénible. S'occuper d'un corps malade, c'est dur. C'est tout sauf simple. Ça peut être fantastique sur des points de rencontre, etc., mais ça peut être aussi extrêmement violent, parce que personne n'a envie d'être au contact d'une intimité abîmée, fragilisée, etc. Donc il y a tout cet univers de pénibilité. Et puis il y a un dernier point qui est plus subtil, et qui là joue un peu contre le soin lui-même, c'est que le soin, si vous voulez, pour qu'il soit aussi positif,
il faut qu'il soit un tout petit peu discret. Donc c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire que si tous les jours je vous soigne et je vous dis je t'ai bien soigné, tu progresses. Bon, je caricature, mais vous comprenez qu'en fait, il y a une forme d'humilité du soin. C'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est pas d'essentialiser celui qui est en face en faisant un assisté ad vitam aeternam. C'est pas ça du tout. Donc il faut plutôt accompagner effectivement un phénomène d'empowerment, entre guillemets, pardon pour le français. Et en même temps, voilà, il s'agit de ne pas faire trop payer à l'autre le fait qu'à un moment donné, on est un peu sauvé. On est un peu en dette. Donc c'est ce rapport qui est un peu subtil de visibilité, invisibilité. Donc parfois c'est quelque chose, cette invisibilité qui est vraiment pour le coup une disqualification de la société. Puis parfois c'est simplement le fait que voilà, c'est tellement important d'avoir pu accompagner quelqu'un et puis la personne a incorporé cela comme si c'était un auto-soin, et c'est comme ça que c'est positif aussi. Vous dites quelque chose d'intéressant aussi dans le livre, c'est que vous soulignez un moment de notre époque où les tensions, les difficultés ressenties par la population, nous tous, sont au plus haut depuis très longtemps. Le nucléaire, on reparle du nucléaire, les guerres, le climat, évidemment, qui devient une chose essentielle. C'est-à-dire que les risques s'accumulent au point que maintenant, je ne sais pas si c'est lié, mais on dit que les femmes qui désirent vraiment des enfants, ça devient de plus en plus rare et difficile. Ça pose un problème encore plus que le climat, c'est-à-dire la survie de l'humanité. Et donc, ça vient au même moment, en même temps, disons, ça se surajoute au fait que l'homogénéité de la société, le fait que les gens se parlent facilement, est touché par les nouveaux produits que sont Internet, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, toutes choses qui nous rendent de plus en plus solitaires. Et donc, vous dites, ces deux choses-là arrivent en même temps et font que la situation devient vraiment très compliquée parce que ça touche des millions de gens, ce tiraillement-là. Oui, c'est plus qu'un tiraillement. C'est posé encore une fois depuis longtemps, depuis rien, mais en même temps depuis un certain temps. Si vous prenez le premier point qui est en gros ce qu'on a appelé la société du risque. La société du risque, ça renvoie notamment à un ouvrage 1986, justement au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Vous avez un ouvrage qui a été un grand succès planétaire d'un sociologue allemand qui s'appelait Ulrich Beck, un texte que vous vous en souvenez sans doute, et qui posait cette vérité simple, qui disait voilà, nous allons entrer dans un monde où dorénavant les risques sont systémiques, ils ne sont plus sectoriels. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un risque, quand il advient pas simplement pour l'instant T et l'endroit T, donné. Il est assez vite internationalisé, mondialisé, globalisé. Il touche tout le monde. Il touche tout le monde. Donc, et ça, c'est malgré tout une réalité, et c'est une réalité, alors, bien évidemment, sur la question du climat, la question du nucléaire, tout ce qui est la question de la cybernétique, donc toute la question... la fragilité. La fragilité. Nous avons construit une hyper-vulnérabilité numérique. C'est vrai. Donc, un câble qui saute et la moitié de la planète s'arrête. Ça s'arrête. Aujourd'hui, ce qui est très très intéressant de voir, si on veut caricaturer, vous voulez qu'un aéroport ne fonctionne pas, vous n'avez pas besoin d'attaquer les avions. Vous mettez juste un virus dans le système et ça s'arrête. Il y a beau avoir tout le système de l'aéroport avec des trucs qui peuvent voler, etc. Tout le monde est à l'arrêt. Personne ne bouge. Puisque ce n'est plus un aéroport. C'est en fait un aéroport digitalisé. C'est-à-dire que si vous lui enlevez cette boîte noire qui fait que ça fonctionne, ça ne fonctionne plus. Donc nous nous sommes rendus extraordinairement vulnérables par rapport à cette cybersécurité très faible, par ailleurs, sur la question numérique. Alors c'est fantastique, ça nous fait faire des choses extraordinaires, mais ça nous fragilise aussi, ce qui est une vérité de l'appalisme. Mais bon. Donc les risques systémiques, ça existe donc de manière, depuis l'après-guerre, de façon très très forte. Et c'est vrai que aujourd'hui, nous avons eu une expérience qui a sans doute changé les choses. En fait, 2020, la pandémie
la pandémie, en fait, a changé, si vous voulez, un ressenti de ce risque systémique. Parce que c'était posé depuis longtemps. C'était imaginé depuis longtemps, pas posé. C'était posé au sens de théoriser. Ah oui, théoriser. C'était imaginé, théorisé. Si vous reprenez les bulletins de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, depuis 20 ans, première menace mondiale, il y a marqué pandémie. Donc ceux qui disent qu'ils n'étaient pas au courant, c'est un peu dommage. Vous avez 20 ans que c'est écrit. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est de voir la différence entre la théorie et l'éprouvé, l'expérience. Donc ça fait 20 ans, même plus, que l'on pose ces grands risques systémiques. Et puis 2020, c'est sans doute l'entrée effective, ordinaire, sensible, dans le XXIe siècle. Alors qu'on était rentré dans le XXIe siècle en 2000. Non, on est sans doute rentré de façon sensible, de façon émotionnelle. Et globale. Avec cette expérience de la pandémie, parce que cette expérience de la pandémie, en l'espace de 3 semaines, 4 semaines, elle a mis quasiment la moitié des peuples de cette terre sous cloche, ce qui n'est pas rien. Donc tout d'un coup, nos expériences à l'instant T, comme ça, immédiatement, on a été confinés, et donc notre seule manière de protéger notre vie, c'était de retourner à des choses qu'avaient connues les systèmes moyenâgeux, mais que nous, on est en grande amnésie par rapport à cette question de l'expérience épidémique, si vous voulez. Donc ça, cette expérience de la faille systémique, oui, ça crée de nouveau un sentiment de précarité de la vie, une angoisse politique. Là, demain, avec le risque de guerre encore, parce que les guerres, ça existe depuis... Ça ne s'arrête jamais. La Terre est toujours... Les conflits ne s'arrêtent jamais, la Terre est toujours... Sauf que là, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait la même chose. Pourquoi ? Parce que l'Occident est plus impliqué aussi. Donc, dès que vous avez... Une sensibilité particulière. Exactement. Oui. Donc, dès que vous avez entre guillemets, l'agent de l'impérialisme culturel, parce que, quoi qu'on en dise, encore l'impérialisme culturel, il est encore porté aussi par l'Occident, pas que, il y a l'Inde, il y a la Chine, etc., mais il y a encore l'Occident. Bien sûr. Donc quand tout d'un coup l'Occident bascule dans une expérience épidémique, c'est une expérience dite globalisée. Alors que bien évidemment, Ebola en Afrique, ça existe depuis très longtemps et ça n'a sensibilisé, ça n'émeut personne de la même façon. Donc voilà, donc nous, on rentre dans cette conscientisation où des individus craignent que demain, ils connaissent de nouveau, alors qu'ils sont issus de l'État-providence, de la société occidentale moderne, etc., ils craignent de vivre une expérience d'indignité. Et quand vous regardez ce qui vient de se passer à Valence, vous vous dites, mince, cette expérience demain d'être déplacé comme n'importe quel migrant, en fait, je suis un migrant. Oui, nous sommes tous des migrants, mais nous l'avons oublié. Mais structurellement, nous sommes tous vulnérables. Vous parlez de quoi exactement à Valence ? Valence avec les inondations, le fait, si vous voulez, que tout d'un coup, vous perdez... votre chez vous, votre sécurité, voilà. Et en l'espace de rien, alors que vous, dans un premier temps, vous vous sentiez pas spécialement menacé par ce type. Dans le sud de l'Espagne, normalement. Voilà, c'est pas un lieu, c'est pas les tropiques, c'est pas etc. Mais en fait, ce qui va se passer demain, c'est ça, c'est-à-dire des déplacements de population dus à des inondations, des méga-feux, des transitions climatiques compliquées, la sécheresse, des cultures qui ne peuvent pas. Voilà, la question du terrorisme qui continue. Voilà, la question de de la cybersécurité. Nous sommes tous connectés, tous. Donc demain, bien évidemment. La menace, entre guillemets, sur nos vies, elle rentre par cette connexion. Vous savez, je le dis souvent, mais parce que c'est un chiffre qui est la première population mondiale, on oublie les microbes, mais la première population mondiale aujourd'hui, un peu, ce sont les objets connectés. On est à, je ne sais plus, entre 80 et 120 milliards d'objets connectés. Donc, si vous voulez, tous ceux qui veulent penser un monde en retrait des objets connectés, la messe est dite, si vous voulez, c'est improbable. Enfin, c'est improbable. C'est improbable jusqu'au moment où ça bug. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir si demain, on aura envie, et même aujourd'hui, heureusement, de
bugger ou de mettre en place, de débugger, je ne sais pas comment le dire, mais en tout cas de mettre en place des vrais îlots qui se mettent à distance de ce type de connectivité. Mais alors, si on vous entend bien, c'est impossible de sortir de la mondialisation de tous ces... Et vous dites en même temps, le problème, c'est que en même temps que tout ça, la solitude de chacun grandit. Ça peut pas être complètement paradoxal quand même, puisque ces dangers mondiaux et qui touchant tout le monde devraient faire comprendre à tout le monde la première chose, c'est que l'individualisme, c'est difficile. Non, la solitude grandit pour plein de raisons. Maintenant encore, malgré tout ça. Oui, parce que si on prend simplement la question, et vous en faites tous l'expérience, la question des réseaux sociaux, la question de l'usage de l'interface de l'écran, qui de plus en plus, vous faites l'expérience dans vos vies, mais de plus en plus, vous allez voir que vous interagissez avec autrui très souvent par le biais d'une interface qui est celle de l'écran. Alors on dit, c'est merveilleux, je le vois beaucoup plus souvent en fait. Oui, mais pas tout à fait. Pas tout à fait, parce qu'on se déshabitue aussi à l'altérité, au corps de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait... Au regard même. À tout. C'est-à-dire qu'en fait, on voit l'autre, mais en fait, quand on veut, comme on veut, et jusqu'au moment où on dit « Ah, et hop, on coupe ». Excuse-moi, j'ai un truc. C'est-à-dire qu'en fait, on voit l'autre, mais sans aucun régime d'attention particulier dédié à l'altérité de l'autre. Et quand on redécouvre l'altérité, on dit « Oula, mais c'est long ». Il me fatigue, il sent pas bon, et puis en plus il m'agresse là. Là aussi je caricature, mais je veux dire par là que vraiment la déshabitude est quelque chose de tout à fait important. Et puis indépendamment de ce petit exemple qui est plus pour vous faire sourire, mais la vérité c'est que nos mondes sont des mondes d'hyper-profit, d'obligation à la rentabilité, à la rationalisation, à la performance, à l'accélération permanente. Et tout ça, si vous voulez, l'individu, il le digère difficilement. C'est-à-dire que c'est dur, ça nous éprouve. Il y avait un très joli livre de Vigarello ces dernières années sur ce phénomène généralisé de la fatigue. Donc tout ça produit de l'usure, fait que tout d'un coup, on rentre chez soi, on est épuisé. Lessivé. Donc tout ça n'amène pas aussi à produire, si vous voulez, une relation qualitative avec l'autre. Parce qu'une relation qualitative avec l'autre, ça demande du temps, ça demande du travail, ça demande de l'attention, ça demande du soin, etc., etc., etc. Et nous sommes dans un monde qui, hélas, est essentiellement dans un régime de production extractiviste délirant et pas tellement de soins aux autres, où l'enjeu, c'est pas de produire, c'est simplement d'être à un instant T. Alors ça existe, bien sûr, heureusement, et le but du jeu, c'est de tout faire pour que ça continue d'exister, etc., mais ne nous mentons pas, il y a aussi de plus en plus d'individus qui, au contraire, se désinvestissent, se replient. Et c'est un mécanisme de défense psychique, parce que c'est dur. D'autres, vous avez un philosophe qui a beaucoup travaillé sur cela, qui s'appelle, il y en a deux en l'occurrence, Zygmunt Bauman, qui a travaillé sur la modernité liquide, et plus proche de nous, Hartmut Rosa, et que ce soit Rosa ou Bauman, les deux ont expliqué qu'aujourd'hui les individus créent un lien avec le monde par précisément un système de désengagement. C'est génial. Mais tous, on a fait cette expérience. L'expérience, moi, je l'entends, puisque je suis analyste. Donc, souvent, sur le divan, les individus racontent leur histoire d'amour. Et quand ils racontent leur histoire d'amour, en fait, c'est l'antithèse d'une histoire d'amour. Alors, c'est très drôle. Enfin, c'est pas drôle du tout. Plus précisément. Plus précisément. Qu'est-ce que c'est qu'une histoire d'amour ? Une histoire d'amour, c'est, comme dirait l'autre, c'est la Boétie et Montaigne, parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est-à-dire que il y a un tout petit peu de qualitatif, un tout petit peu, et un tout petit peu de promesse. Le vrai amour, quand même. Normalement. Ouais. Et là, précisément, mais on s'est on s'est rien promis, surtout. Et d'ailleurs, je lui ai dit, tu n'attends rien de moi. Mais c'est mon amoureux. Ah d'accord. Mais donc personne n'attend rien de personne. Non, on est libre
Et, on tient à le rester. Ah non, on tient à le rester. J'ai dit, mais autant être seul. Non, parce que... Non. Et puis après, là aussi, c'est pour vous faire rire, mais et puis après, ils viennent et ils disent, je ne sais pas ce que j'ai, mais je me sens vide. Oui, tu te sens vide, oui, c'est sûr, puisque... tu n'es pas dans le monde. C'est-à-dire que, si vous voulez, plus vous démultipliez avec les autres des relations non qualitatives, plus ça vous désubstantialise, c'est-à-dire ça vous vide, vous tombez malade. Et vous dites, voilà. Donc, ce type de... C'est formidable, ça, je trouve ça très... Vous voyez, c'est-à-dire ce phénomène de « je me lie au monde précisément en expliquant au monde que je ne suis pas engagé ». Que vraiment, il ne faut rien attendre de moi. Mais je suis quand même là pour dire « n'attends rien de moi ». Et ça, c'est terrible malgré tout, parce que cette éthique, c'est ce que Paul Ricoeur disait, voilà, l'éthique de la promesse. La promesse n'existe plus. La promesse n'existe plus. La parole n'existe plus. La parole a été totalement démonétarisée. Et la seule chose qui vaut aujourd'hui entre les êtres, c'est le contrat. C'est d'aider. Ouais, à durée déterminée. Exactement, c'est le contrat. C'est le contrat. Mais le fait que je te donne ma parole, non, ça ne veut rien dire aujourd'hui. C'est terrible parce que si vous êtes sérieuse quand vous dites ça? Ne détruisez pas l'humanité entière. Je vous fais vous poussez le bouchon. Oui. Exactement, je vous fais un petit moment mais c'est vrai que c'est réactionnaire, un peu fatigué. C'est une tendance. Mais ça y est maintenant, parce que je passe de l'autre côté, vous savez, l'autre côté quand on a passé les 50 ans, donc ça y est, là on rentre dans le... Donc non, mais je pense que si vous Quel aveu. Malgré tout, oui. Non, mais c'est vrai que c'est une tendance. C'est une vraie tendance. Et surtout, ce qui est intéressant dans mon métier, en tout cas, c'est de rappeler que cliniquement, ça met en danger les individus. Alors qu'ils n'en ont pas nécessairement toujours l'instinct, l'intuition, et qui se disent, mais non, c'est ce que j'ai choisi. Je leur dis, en fait, c'est ce que peut-être vous avez choisi, ou ce que vous croyez avoir choisi. Donc déjà, c'est pas aussi simple, mais imaginons, oui, vous l'avez choisi, mais la vérité, c'est que nous sommes aussi des corps, et pas simplement des esprits qui choisissent des choses. Il y a des physiologies, et oui, il y a des circuits de dopamine, il y a des interactions qui sont... Nous sommes construits les uns avec les autres par aussi une interaction qualitative, douce, pacifiée, aimante, avec, nos corps. C'est comme ça. On peut dire, mon Dieu, quelle horreur. C'est notre destin. Mais en tout cas, c'est notre condition humaine. Condition humaine. Voilà. Je peux vous poser une dernière question. Quand on vous entend depuis 50 minutes, moi j'admire ce que vous faites, je le dis comme je le pense. Mais je me demande, est-ce qu'il y a un jour, dans tout le travail que vous venez de nous expliquer, où vous avez été heureuse, vous avez approché le bonheur? C'est une vraie question, hein. Enfin, pour moi, c'est une vraie question, après vous avoir entendu. Est-ce qu'il y a un moment, dans tout ce que vous traversez, cet océan de souffrance, de soins, d'efforts, etc., est-ce qu'il y a un moment d'exaltation, on va dire? Il y a un moment... C'est pas pareil. C'est pas pareil, je sais. J'ai élargi parce que j'ai vu que vous n'étiez pas preneuse du... Non, mais après, c'est vrai que c'est toute la problématique des définitions de ce qu'on définit comme bonheur. Est-ce que c'est une métastabilité? Non, réfléchissez pas, voilà. Donnez la réponse. Je vous connais. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, et ça, là aussi, chacun peut l'expérimenter, derrière la pensée, qui reste un agir, hein, je ne mets pas l'action et la pensée séparément, la pensée c'est du mouvement. Donc derrière cette mise en mouvement, qu'elle soit théorique, qu'elle soit pratique, cette mise en mouvement, de toute façon, produit physiologiquement des endorphines, de la dopamine, etc., etc. Donc de toute façon, je voudrais ne pas être heureuse, que de toute façon, ça viendrait par ce mouvement-là. De votre action.
c'est comme ça. Bon, mais heureusement, il y a plus que ça. Il y a ce qu'on appelle le compagnonnage, et c'est vrai que une des réussites, je pense, de la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est d'avoir créé un compagnonnage fort entre les différents doctorants, postdoctorants, chercheurs, professeurs, médecins, etc. Tout ce monde-là qui, malgré tout, a tissé une communauté. Voilà, c'est bêtement ce qu'on appelle la philia, la philia au sens aristotélicien du terme, qui est tout simplement une forme d'amitié, de complicité. Mais la philia, c'est cet amour de faire des choses ensemble, même petites. Et ça, oui, c'est quelque chose qui est précieux, je pense. Source de bonheur. Voilà, dans la vie. Et oui, bien sûr, ça, heureusement, parce que sinon, les phases de découragement l'emporteraient. Cynthia Fleury, vraiment, vous nous avez fait vivre une heure de découverte. Et, je sais pas, le fait d'avoir rencontré une femme qui cherche et qui soigne, ça fait du bien de vous avoir entendu, de vous avoir rencontré. Je vous le dis franchement, c'est vrai.